D'accord? Et vous voyez qu'on est bien dans la microcirculation, on est dans le capillaire péritubulaire. D'accord? Ça vous montre bien que l'anticorps anti-HLA, il va aller reconnaître l'antigène HLA spécifique, spécifiquement du donneur, va activer le complément. On a ici le témoin de l'activation du complément puisqu'on arrive à mettre en évidence du C4D. Et puis vous avez ici ensuite une cascade d'événements qui aboutissent à l'activation endothéliale, à la destruction endothéliale, à l'apport à l'attraction de cellules, essentiellement des monocytes macrophages et autres cellules. Parfois, le rejet peut se manifester également par une atteinte des plus gros vaisseaux. Là, je vous ai parlé des capillaires, de la microcirculation, mais ça peut atteindre également les plus gros vaisseaux. Et là, vous avez ici, vous voyez, c'est rond, et vous avez ici, c'est des vaisseaux d'assez gros calibre qui sont complètement infiltrés par des cellules inflammatoires. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un rejet vasculaire. Et ce rejet vasculaire, la plupart du temps, il est relié aux anticorps anti-HLA. On a vu le rejet aigu, maintenant le rejet chronique. Le rejet chronique, il se caractérise par des occlusions vasculaires progressives. Et ces occlusions vasculaires progressives, elles vont être responsables d'une ischémie d'aval qui va aboutir à de la fibrose interstitielle, de la fibrose de votre greffon. Et comme je vous ai dit, autant sur le rejet cellulaire, on a des bonnes thérapeutiques qui permettent de contrôler le rejet cellulaire aigu, et à moindre niveau le rejet humoral aigu, autant dans le rejet chronique, on est assez démuné au niveau thérapeutique, parce que les mécanismes sont très intriqués. Voilà. Donc, les lésions vasculaires du rejet chronique, avec un épaississement de la paroi, vous voyez, normalement, ça c'est une média artérielle, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la pathologie vasculaire, mais là vous avez la média artérielle, normalement il y a un petit peu d'intima, et la lumière elle devrait occuper tout ça. D'accord? Avec le rejet chronique, vous voyez, la lumière elle est réduite à ça. Donc en aval, c'est moins bien vascularisé, ça fait de l'ischémie, et ça fait de la fibrose. Donc ça c'est du rein normal, et ça c'est du rein de rejet chronique, vous voyez qu'il y a du vert, il y a de l'atrophie tubulaire, et vous avez une perte de fonction, une fibrose, et une destruction parenchymateuse. Et ça, on est assez mauvais pour ça. Alors, il y a des éléments pour dire que le rejet chronique, c'est souvent associé au rejet humoral, un rejet humoral persistant. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans les glomérules et ce qu'on appelle la glomérulopathie d'allogreffe. Donc là, vous avez ici des aspects de glomérulopathie d'allogreffe avec un glomérule qui devient tout fibreux. D'accord? Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, je ne sais pas si vous voyez bien, si vous voyez bien, vous voyez qu'il y a des espèces de rails, là, dans la paroi. Et ben, ces rails, ils sont dus à une dysfonction endothéliale chronique. Et je vous ai dit que la cible du rejet humoral, c'était l'endothélium. D'accord? Avec la glomérulite que je vous ai montré. Et on pense que ces aspects de glomérulopathie d'allogreffe sont principalement dus à l'immunité humorale, mais pas de manière aiguë, comme dans un rejet humoral aigu avec de la glomérulite, mais de manière très chronique. En tout cas, vous pensez bien qu'un glomérule fibreux comme ça, il ne marche pas bien. Il laisse passer les protéines, donc ça donne de la protéinurie, et ça donne aussi des insuffisances rénales. C'est bon ? Alors la transplantation hépatique, c'est une transplantation qui est également assez fréquemment pratiquée. Les signes de rejet, c'est la cholestase, l'augmentation de la bilirubine et de phosphatase alcaline, et on fait des biopsies. Là encore, on a des systèmes de gradation sur lesquels je ne rentrerai pas principalement. L'importance du rejet humoral n'est pas évident en transplantation hépatique. Il y a un certain nombre de théories pour éventuellement expliquer pourquoi on ne voit pas de rejet humoral. En fait, je pense surtout qu'on ne le voit pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas bien le reconnaître. Il n'a peut-être pas la même expression que dans le rein ou dans le cœur, comme je vous montrerai, mais il est possible que le rejet humoral ne soit pas bien reconnu ou peut-être d'incidences différentes ou d'expressions différentes. Donc voici des aspects. Alors vous allez retrouver un certain nombre d'éléments que je vous ai montrés dans la transplantation rénale.
C'est-à-dire que, pareil, vous allez avoir des infiltrats inflammatoires, qui sont des infiltrats inflammatoires cellulaires, qui sont situés dans des structures particulières du parenchyme hépatique. Dans les espaces portes, parfois quelques petites lésions de vénuite ou des lésions des canaux biliaires, comme ici. Pardon. Le rejet chronique, il est caractérisé également par des anomalies vasculaires. Regardez cette artère. Vous voyez que dans cette artère, elle est considérablement rétrécie par une hypertrophie de l'intima qui caractérise le rejet chronique. Et ça aboutit, pareil, à une perte de fonction chronique du greffon. Alors, je voudrais maintenant aborder la transplantation. On va encore faire la transplantation cardiaque et pulmonaire, puis après, je vous parlerai des autres complications de la transplantation qu'on observe dans la pathologie de la transplantation. Alors, la transplantation cardiaque, elle est moins fréquemment pratiquée. En France, chaque année, il y en a entre 350 et 400 maximal de transplantation cardiaque, contre 10 fois plus à peu près pour la transplantation rénale. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a une très grande latence clinique du rejet. C'est-à-dire que le rejet en transplantation cardiaque, avant de donner des signes qui vont permettre de le suspecter, eh bien, le rejet peut évoluer pendant très longtemps. C'est pour ça qu'on aboutit à la nécessité de faire des biopsies de manière un peu systématique pour dépister du rejet chez des patients qui ne présentent pas de signes de rejet. Vous comprenez ou non ? En transplantation rénale, lorsque vous avez un rejet, eh bien, très rapidement, la créatinine, elle va augmenter. Donc, le corollaire de ça, c'est que vous surveillez vos patients sur la créatinine. Si elle est augmentée, vous vous dites « Ah, bah, il y a peut-être du rejet », et on fait une biopsie. D'accord ? En transplantation cardiaque, on n'a pas ce marqueur-là. On n'a pas des marqueurs comme ça. Pendant très longtemps, un rejet peut évoluer complètement à bas bruit. Et lorsqu'il donne des signes cliniques, ça va être quoi ? Ça va être de l'insuffisance cardiaque. Et c'est souvent des rejets très évolués qui sont difficiles à traiter. Donc le corollaire de ça, c'est qu'on fait des biopsies cardiaques à ces patients-là selon des protocoles beaucoup plus fréquents et de manière systématique. Et si je vous dis ça, c'est quand même que pour que vous preniez conscience de ce que c'est. Ce que c'est une biopsie par voie transjugulaire ou par voie fémorale, où on remonte un cathéter jusqu'au cœur, par le système veineux, qu'on arrive dans l'oreillette droite, qu'on passe à travers la tricuspide, et qu'on va aller faire, donc ça c'est le cathéter que vous voyez, la pince à biopsie, et on va aller faire 4-5 biopsies dans la paroi libre du ventricule droit. D'accord ? Donc c'est des gestes qui sont terriblement invasifs. D'accord ? Enfin terriblement, qui sont invasifs. Et pour vous donner un exemple, la vie d'un transplantateur cardiaque sur ces protocoles de biopsie systématique, ça va être dans la première année une vingtaine de biopsies, une vingtaine de procédures. D'accord ? Tous les 15 jours au début. D'accord ? Donc le patient qui est transplanté cardiaque, eh bien, il va avoir des biopsies et quelque chose d'assez agressif quand même. C'est pas des procédures elles sont pas dépourvues de risque, parce qu'on peut passer à travers la paroi du ventricule droit, donc ça peut vous faire une tamponnade. Et puis surtout, on peut abîmer en passant, et surtout en passant de manière répétée, on peut abîmer la valve tricuspide. D'accord ? Donc vraiment, c'est vraiment des procédures qui sont invasives. Et tout ça va dans ce que je voulais vous dire, c'est qu'actuellement, et nous on travaille là-dessus, on essaye de développer des biomarqueurs qui permettent non pas de dire qu'il y a du rejet, mais de dire qu'il n'y a pas de rejet. Parce qu'on a un biomarqueur sanguin qui, quand il est normal, dans une première étude qu'on vient de publier, quand il est normal, nous dit j'ai 99% de chances que ça ne soit pas un rejet. D'accord ? Quand il est pathologique, ça doit nous engager à faire une biopsie. Mais imaginez qu'on arrive à avoir un biomarqueur, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait beaucoup de biopsies, mais comme on les fait de manière systématique, il y a beaucoup de biopsies qui reviennent normales. D'accord ? Vous avez compris. Donc l'idée, ça serait d'avoir un biomarqueur qui puisse nous dire, ben là, ça ne vaut pas le coup de faire la biopsie, parce qu'avec 100% des chances, vous allez avoir une biopsie normale. Ce patient ne fait pas de rejet.
D'accord? C'est important pour le malade parce que si on arrive à diminuer ne serait-ce que de 50% le nombre de biopsies qu'il va avoir, bah c'est important. D'accord? Surtout qu'une biopsie, la procédure totale pour la société, hein, procédure totale d'un hôpital de jour avec une biopsie endomyocardique, un diagnostic ANAPAT derrière, c'est 2000 euros à peu près. D'accord? Bon, c'est pas très très cher, mais bon, c'est quand même 2000 euros. Okay. On a des biomarqueurs qui maintenant peuvent, enfin, il faut qu'on les valide, mais ce sont des biomarqueurs qui pourraient revenir à 50 euros, quoi, entre 50 et 100 euros. Ces biomarqueurs ne sont pas validés. On a actuellement des études qui sont en cours pour savoir si on fait bien. Hein, vous pensez bien que sur un biomarqueur qui n'est pas validé, on ne peut pas suivre des gens sur quelque chose qu'on n'est pas encore sûr que ça marche. Mais on est en cours. Alors on va retrouver les aspects que je vous ai montrés. Regardez, ici ce sont des aspects de rejet cellulaire dans le cœur. Donc ce que vous voyez, les espèces de petites fibres que vous voyez, sont des fibres de myocarde, hein, c'est du myocarde, c'est des cellules musculaires myocardiques. Et puis vous voyez qu'entre ces fibres, vous avez des petits points, et ces petits points, eh bien, ces petits points, c'est du rejet cellulaire. Hein, vous voyez l'analogie avec le rein, hein, vous avez de la même manière une infiltration par des cellules qui sont des lymphocytes T. Et même analogie avec le rein, ici dans le cœur, vous voyez ici, dans le cœur, vous voyez que là aussi on a du rejet, mais est-ce que vous voyez que globalement, les cellules, elles ne sont pas situées dans l'interstitium, elles sont situées dans des capillaires, comme dans le rein, comme je vous ai montré dans le rein. Hein, je vous ai dit que c'était dans les capillaires péritubulaires, et là vous avez des capillaires dans le myocarde, et vous avez pareil l'inflammation de la microcirculation. Et si on fait un C4D, c'est-à-dire l'évaluation de la fixation et de l'activation du complément, ben on retrouve de la même manière du C4D positif dans les capillaires myocardiques. D'accord ? Donc rejet cellulaire et rejet humoral ont des expressions morphologiques finalement assez proches dans le rein et le cœur. D'accord ? Plus difficile à trouver dans le foie, aussi très difficile dans le poumon, comme je vais vous montrer. L'expression du rejet chronique, c'est-à-dire la dysfonction chronique du greffon après plusieurs années, elle est pareille également. Il y a une expression qui est vasculaire. Ça, c'est une coronaire myocardique. Hein, donc cette coronaire, elle chemine, elle est épicardique. Hein, vous voyez, on n'est pas dans le myocarde, hein, c'est une grosse coronaire. Et vous voyez que cette coronaire, elle est considérablement, sa lumière est considérablement réduite. Et vous pensez bien que si vous avez une coronaire dont le calibre est réduit de 75%, eh bien en aval, vous avez des manifestations ischémiques. Ces manifestations ischémiques aboutissent à de la fibrose. Ok ? Donc ça, c'est le rejet chronique. La transplantation pulmonaire, elle est moins fréquemment pratiquée, principalement sur des indications de mucoviscidose, une maladie pulmonaire de l'adulte. On peut faire uni ou bipulmonaire, on peut même faire des transplantations cœur-poumon en bloc. Les pratiques sont, au niveau de la réalisation des biopsies et du diagnostic de rejet, sont pas tout à fait standardisées. Il y a des équipes qui font des biopsies systématiques et d'autres qui se basent uniquement sur les explorations fonctionnelles respiratoires pour faire du rejet, pour suspecter le rejet. Là encore, regardez le rejet cellulaire, c'est caractérisé par, dans le parenchyme, la présence de cellules inflammatoires, qu'on voit très bien ici. Et puis le rejet chronique, c'est une chose particulière, c'est une occlusion des bronches de mécanismes pas très bien connus. La maladie du greffon contre l'hôte, c'est tout à fait différent. C'est lorsque vous allez greffer des cellules immunocompétentes. D'accord ? Pour l'acceptation de la greffe, vous greffez des cellules immunocompétentes lorsque, par exemple, vous faites une greffe de moelle hématopoïétique. Le patient est immunosupprimé, et là, c'est le mécanisme inverse. C'est le système immunitaire du donneur qui va détruire des organes du receveur. Et les cibles, c'est la peau, l'intestin, le poumon et le foie. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait lorsque vous avez une GVHI, lorsque vous avez une graft versus host disease, hein, c'est le graft versus host, maladie du greffon contre l'autre.
Le traitement, c'est pareil, c'est l'immunosuppression.